Salut tout le monde. Alors on revient aujourd'hui pour un jeu qui est en alpha. Donc l'Early Access est en cours sur Steam. C'est Wolcen Lords of Mayhem. Un jeu donc qui est un hack and slash créé par le studio français Wolcen. Donc jeu qui initialement devait s'appeler Umbra. Et qui a été renommé d'après le nom du studio il y a quelques temps. Alors ce jeu, quel est son intérêt? Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que voilà, c'est un hack and slash français, c'est déjà bien. Au niveau du jeu, qu'est-ce qu'il va proposer? Il va proposer un jeu qui est somme toute assez proche d'un Diablo 3, avec quelques éléments qui semblent pris plutôt d'un Path of Exile, et quand même quelques petits éléments pour apporter une touche de personnalité novatrice, parce que sur les hack and slash, il y a vraiment une chose qui est assez compliquée, c'est de réussir à donner un peu de personnalité à son jeu pour qu'il ne soit pas qu'une vulgaire copie de ce qui arrive, de ce qui existe, pardon. Et c'est pas toujours évident parce que les hack and slash ne sont pas des jeux qui peuvent proposer des variations énormes. Donc là j'ai déjà un personnage de niveau 6, je ne vais pas commencer à jouer avec celui-ci. On va regarder d'abord dans un premier temps la création de personnage. Vous voyez, l'interface fait quand même beaucoup penser à celle de Path of Exile. Donc choisis d'abord le sexe du personnage, donc on prend une femme. Couleur de peau plus ou moins claire, jusqu'à très foncé, fallait pas se balader dans du charbon, voilà. Au niveau des morphologies, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait parce que les personnages sont hideux. Mince et musclé, mais c'est hideux, et alors mince et fin c'est encore pire. C'est hideux. Le personnage gros, c'est une horreur. Enfin, puis au niveau des morphologies, vraiment, je suis pas fan du tout. Vous pouvez choisir la taille du buste, bien sûr, parce que vous êtes sur un jeu vidéo, donc il faut pouvoir faire des grosses doudounes. On s'en fout, concrètement. On peut changer le visage. Donc vous avez plusieurs coupes de cheveux. Quel est l'intérêt de choisir vraiment une coupe de cheveux comme ça? J'ai envie de dire, c'est un hack and slash, quoi, donc on s'en fout un peu. Donc on va prendre celle-ci, vous changez la couleur comme vous le souhaitez. Vous choisissez la couleur des yeux. Alors ça, sur hack and slash, encore une fois, vous êtes en vue de troisième personne. Vos yeux, vous ne les voyez pas, donc on s'en fout totalement. Alors, est-ce que Safana existe déjà, ou est-ce qu'il est disponible? Il est disponible. Donc sur celui-ci, pas de choix de classe au début du jeu, contrairement à un Diablo ou un Path of Exile, mais plutôt sur du coup quelque chose qui nous ferait penser à une espèce de Titan Quest ou Grim Dawn, sur lequel on ne choisit pas sa classe au début du jeu, mais on la choisit plus tard. Puis techniquement des classes, il va y en avoir 6 archétypes, puis on va voir ça ensemble. Les temps de chargement sont encore actuellement relativement longs, comme dit c'est une alpha, alors il faut savoir que à l'heure actuelle, cette alpha, elle a relativement tendance à planter. C'est pas un jeu qui est très stable. Encore une fois, c'est une alpha, donc ne vous attendez pas à avoir un produit fini, à avoir un produit définitif et immédiatement consommable. C'est pas le cas. Donc je fais cette vidéo simplement pour que les gens en mal de hack and slash puisse avoir une vue de celui-ci, si ce n'est déjà fait. Il y a comme déjà un certain nombre de présentations qui existent sur YouTube. Mais j'ai pensé que ce jeu était relativement intéressant. J'ai passé quelques heures dessus. Sans révolutionner le genre, c'est quand même beaucoup du Kiku AOE, des choses comme ça. Au niveau de la présentation générale, au niveau de l'inventaire, ça fait beaucoup penser à du Diablo 3. Mais bon, ça reste un jeu avec quelques petites choses un peu personnelles, donc qui arrive à sortir de ce côté un peu générique qu'on peut craindre au premier abord sur ce jeu. Donc c'est un jeu qui va proposer potentiellement des arènes, c'est un jeu qui va proposer une campagne. Bon, voilà. Pour l'instant, encore une fois, on en est sur une phase de développement
j'ai envie de dire primaire, quoi. Donc on n'est pas sur un jeu qui nous comporte pas tout son contenu. Alors, le jeu commence avec cette petite cinématique où notre personnage commence sur un pont qui s'effondre. Donc qui on est? Qu'est-ce qu'on fout là? Alors au niveau de la maniabilité pour la gestion de la caméra, c'est une très bonne idée de pouvoir mettre une rotation de la caméra, mais dès que vous faites un peu trop de rotation, la caméra elle part total en live. Donc première chose, l'interface. On va regarder ça. Ici, le portrait du personnage, la barre de vie, le niveau classique. Donc, ici en bas, tout à fait à gauche, il y aura les emplacements de potions, un peu comme sur Path of Exile. C'est PoE aussi en fait. Chaque fois je pense PoE, Path of Exile, mais en même temps c'est Pillars of Eternity. Donc un peu comme sur Path of Exile, donc vous allez avoir des slots de fioles qui vont se débloquer. Vous avez ici une feuille de personnage, on reviendra dessus. Vous avez ici un inventaire qui, pour moi, me fait quand même beaucoup penser à celui de Diablo 3. Donc votre personnage, il a un casque, il a 2 épaulières, il a 2 gants, un plastron, une ceinture, des jambières et une paire de bottes. Il a une arme, il a un slot main droite, pardon, un slot main gauche, 2 slots de bagues, un de cap et un d'amulette. Somme toute, l'inventaire est relativement bien. Vous avez ce qu'on appelle les arbres de compétences. En fait, pour chaque compétence, à chaque fois que vous allez utiliser des compétences, elles vont gagner de l'expérience. Et à chaque fois qu'elles vont gagner de l'expérience, elles vont gagner des niveaux. Et au bout d'un certain nombre de niveaux, eh bien, il y aura une possibilité de choisir des effets. Par exemple, coup brutal. Au bout de 3 ou 4 niveaux, vous choisissez entre coup réduit, il coûte moins de rage, ou coup explosif, il fait une zone d'AOE plus importante. Le principe du coup brutal, c'est vous frappez, en gros, vous frappez le sol pour faire un coup puissant et vous faites des dégâts AOE devant vous. Ensuite, quelques niveaux de skill plus tard, vous pourrez choisir épuisement, donc toucher un ennemi avec un coup brutal peut le mettre au sol, ou augmenter les dégâts du coup brutal, etc., etc. Donc ça fait un peu penser d'une certaine façon au système de runes de Diablo 3 qui va permettre de modifier éventuellement l'effet d'un skill. Voilà. Donc en fonction des niveaux, vous voyez, vous gagnez des bonus aux dégâts. Donc si vous arrivez au niveau 15, vous avez du coup un bonus de dégâts conséquent et tout à fait sympathique. Vous voyez déjà dégâts d'armes entre 200 et 250%, coup en rage 220, etc. Donc toutes les compétences disponibles vont apparaître ici, sur cette page. Et pour chaque compétence, eh bien, vous choisirez celle que vous voulez et vous regarderez le niveau de développement. Le portail de destinée, alors vous voyez c'est un truc, c'est rond. Il y a plein de nœuds de couleurs différentes. Ça fait tout de suite et immédiatement penser à Path of Exile. Eh ben oui, mais non. En fait, vous allez commencer. C'est parce qu'en fait, c'est le même pour toutes les classes. Et vous allez commencer. Dès que vous aurez un point, vous devrez choisir parmi les 5. Je dis 6, non, il y a 5 classes. Donc vous avez le chasseur. Donc voilà, il pose des pièges, il tire à l'arc. Il a plus 4 en agilité. Le voleur. Donc les classes sont relativement des archétypes classiques, hein. Plus 4 en agilité. Le gardien, donc c'est le guerrier épée bouclier. Plus 4 en constitution. L'arcaniste, donc le mage. Plus 4 en volonté. Et le légionnaire, c'est-à-dire le guerrier DPS. Plus 4 en férocité. La férocité étant techniquement la force. Alors une fois que vous avez choisi votre classe, vous investissez des points. Donc vous voyez, c'est pas comme sur Path of Exile où vous pouvez partir très loin. Là, vous allez quand même avancer de manière très linéaire. Hein. Mettons que je prenne un légionnaire, vous voyez, le premier point c'est forcément là, le deuxième c'est là ou là. Ensuite, je suis obligé de revenir ici, hein, armurier. Après, je peux revenir prendre celui-là. Donc il y a quand même un choix. Mais comme vous gagnez 3 points de skill par niveau, vous êtes au niveau 10, vous avez 30 points de skill. Rien que la première partie du camembert, c'est 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, grosso modo vous avez 32 points quoi. C'est-à-dire que rien qu'au niveau 10, si vous voulez mettre tous vos points dans le premier camembert, il est déjà plein. Et comme vous voyez, il y a que, pour l'instant, il n'y a qu'une zone intérieure, puis ensuite une deuxième zone ici, et ici éventuellement une troisième zone. Et je dis bien éventuellement. Et l'intérêt, ce qui va faire la force de ce jeu, c'est que toutes les zones, vous pouvez leur faire des rotations. Donc pas la zone intérieure, le premier cercle, lui, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, les cercles suivants, donc ça se fait en ville, vous pouvez les faire tourner. C'est-à-dire que là, on vous propose, par exemple, ce cercle-là, ici en cercle extérieur, c'est un cercle qui correspond à élémentaliste. Étant donné que vous êtes légionnaire, les compétences d'élémentaliste, qui augmentent les dégâts de feu, qui augmentent la volonté, etc., vous en foutez un peu, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Par contre, ici, vous avez veilleur. Ici, vous avez un truc gladiateur. Eh ben, si vous voulez faire un légionnaire mais qui soit un peu tanky, vous allez essayer ici de décaler et de mettre la partie veilleur. Si vous voulez faire un mec full DPS, vous allez plutôt amener la partie gladiateur ici en regard de votre arbre pour le prolonger. L'intérêt, il est clair, c'est que vous pouvez un petit peu personnaliser quand même votre classe. Vous n'êtes pas dans un archétype prédéfini. Bon, cela dit, pour l'instant, tous les cercles ne sont pas encore définis. Des cercles, il est censé y en avoir tous ceux qui sont dessinés là. Donc là, le troisième cercle, il n'y a pour l'instant qu'un seul quartier qui est fait. Les 4 autres quartiers ne sont pas faits et le cercle extérieur n'est pas fait du tout non plus. Donc il y a encore du boulot. Ensuite, on a les options. Bon. Alors, je vais juste parler également des skills. Donc, vous voyez, au niveau des skills, on a 6 slots. Sachant que 2 slots se débloquent plus tard, un au niveau 10, un au niveau 20. Pour l'instant, vous avez 4 slots. Donc au niveau des skills, comment ça se passe? Là, en bas, là, tout en bas, ici, c'est le portail de ville. Je ne peux pas le faire pour l'instant. Au niveau, concrètement, des skills, comment ça se passe? À chaque fois que vous allez apprendre un skill, il va se mettre d'office dans votre barre de skills. Et si vous voulez changer, vous allez dans la liste des skills et puis vous glissez les skills qui vous intéressent. Là encore, on est un peu comme sur du Diablo 3. Sur Diablo 3, vous avez un nombre de skills limité au niveau de l'utilisation. Là, vous avez les skills en clic gauche et les skills en clic droit. La barre de vie ici, le globe, la minimap. Et donc, ce qui va faire vraiment, ce qui va permettre de personnaliser ce jeu, ce sont les 2 barres au-dessus. Il y a une barre ici bleu-violette et une barre vide. La barre bleu-violette, c'est ce qu'on appelle la réserve d'Umbra. Ce que techniquement, d'habitude, on appelle la barre de mana. Donc l'Umbra va servir à lancer des skills magiques. Des éclairs, des boules de feu, et comme ça. Et à droite, c'est la rage. La rage, c'est classique, Si vous avez déjà joué un guerrier sur un World of Warcraft, sur un Diablo, vous savez que vous tapez ou vous vous faites taper, ça engrange de la rage. Et vous pouvez alors après utiliser vos skills, par exemple, coup brutal nécessite 220 en rage, bon, sachant que les barres sont sur 1000, elles pourraient être sur 100 et qu'on divise tous les coups par 10, bon, voilà. Et donc là où est la nouveauté intéressante, c'est que le coup en Umbra, enfin pas le coup en Umbra, quand vous utilisez un sort, donc votre barre d'Umbra se consomme, c'est normal. Par contre, quand vous faites des dégâts à l'adversaire, votre barre de rage se remplit. Donc par exemple, quand vous utilisez de la magie, on va faire l'essai. Là-bas, normalement, il y a un pupitre qui devrait nous apprendre notre premier sort. Quand vous utilisez de la magie, forcément, donc, boule de feu ou éclair, on va prendre éclair, j'aime bien éclair. Pas dans l'inventaire, on a le livre éclair, on l'apprend, voilà, on a pris le premier skill éclair qui s'est mis directement là-dedans. Donc quand j'utilise éclair, vous voyez, ce qui se passe, la barre d'Umbra elle baisse, mais la barre de rage elle augmente. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que même si j'ouvre, disons, un combat par de la magie, derrière je peux quand même faire des skills typés guerrier. Je ne suis pas obligé de mettre des coups au corps à corps pour ça. Par contre, quand vous mettez des coups au corps à corps, vous faites monter votre barre de rage. Donc vous consommez aussi votre barre d'Umbra, puisque les barres de rage et d'Umbra sont des barres
qui sont liées, je ne veux pas dire qu'elles sont symétriques, c'est pas du tout ça, elles sont complémentaires en fait. En gros, si vous regardez un peu, entre votre barre d'Umbra et votre barre de rage, la somme des deux fait 1000, globalement. Donc plus vous gagnez de rage en mettant des coups au corps à corps, là par exemple, on va le taper au corps à corps, vous voyez, j'ai fait 200 de rage en tapant dessus, bah du coup j'ai plus que 800 d'Umbra. Et lui, si je flingue à la magie, bah c'est pareil, je claque de l'Umbra, je fais de la rage. Donc vous avez un système de ressources qui est un peu original, c'est-à-dire que les barres de mana et de rage sont interdépendantes, ce qui est assez original. Bon, après en termes d'originalité, c'est pas non plus super fou, hein, c'est pas comme si on avait un truc de dingue, mais bon, ça permet de petits combos sympas, quoi. Alors c'est un jeu où il y a quand même beaucoup d'AOE hein, à faire. Il y a plein de petits donjons à la Diablo 3, genre des cavernes, des trucs comme ça, des sous-sols, des machins. Dans ces donjons, c'est comme souvent du gros pack à l'AOE, quoi. Alors là, le tutoriel nous explique que quand un monstre dans l'eau, il est plus vulnérable à certaines attaques, à certains types de dégâts. Vous voyez, ils peuvent prendre 10 à 14 hein, dans l'eau, les mobs, alors que hors de l'eau, ils prennent 3, 6, 7. Ils prennent quand même beaucoup moins de dégâts. Bon, toi, je te attaque un peu histoire de varier. Voilà. Alors, au niveau graphique, on est sur du CryEngine. Donc, c'est un jeu qui est absolument magnifique, je trouve, pour un hack and slash. Bon, les hack and slash ne sont pas des jeux nécessairement basés sur la beauté graphique. Donc vous voyez cette présentation, ça fait, moi honnêtement je trouve que ça fait vraiment penser à du Diablo 3. 16,2 chances de parade, 20.4 potentiel de parade, ok. J'équipe ça, on a un marqueur sur la minimap, bah oui parce que c'est tellement compliqué de faire les maps. Donc il nous explique où on doit aller. Donc techniquement qu'est-ce qui s'est passé? Bah là notre personnage on l'a récupéré dans cette espèce de souterrain, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait là. Tout ça nous sera expliqué certainement un peu plus tard dans l'histoire. Il y a autre chose que je voulais faire, je sais plus. Ah oui, je vais regarder au niveau des options. Réglage graphique, on est en qualité élevée. Hein. Voilà. Donc bon, c'est quand même assez joli. Vous voyez, c'est pour ça la personnalisation du personnage à la limite. On voit le personnage de loin. Les personnages peuvent avoir des armures rapides, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de se prendre la tête à faire de la personnalisation. Choisir une coupe de cheveux à la limite, oui, mais plus. Ça n'a aucun intérêt. Alors par contre, comme j'ai dit, donc à chaque fois que votre barre de rage monte, votre barre d'Umbra baisse. Si vous jouez essentiellement un mec au corps à corps, bah, vous allez faire que de la rage, et bah du coup vous n'aurez jamais d'Umbra. Si vous voulez faire de la magie, il faut faire attention à pas trop taper au corps à corps. Faire un personnage un peu hybride qui veut taper au corps à corps et faire de la magie, c'est un peu tendu au niveau de la gestion des ressources. Parce que la gestion des ressources, justement, fait que quand vous utilisez un type de ressource, quel qu'il soit d'ailleurs, ça booste votre rage, ça consomme votre Umbra. Donc si vous voulez utiliser de l'Umbra, il faut attendre, après avoir fini de consommer de l'Umbra, attendre quelques secondes que l'Umbra remonte. Si vous dites j'ai plus d'Umbra, je m'en fous, je passe au cac, à ce moment-là votre Umbra ne remontera jamais. Voilà. Donc il faut quand même faire attention. Après, rien ne vous empêche de dire je commence par vider ma barre d'Umbra avec un sort, ce qui va me remplir un barre de rage, et après une fois que ma barre de rage est pleine, je balance tous mes skills qui consomment de la rage, comme un dingo. Je vais essayer de faire un truc comme ça, tiens. Il faudrait un bon pack de mobs là. Cela dit, j'ai pas besoin de mobs en fait. Je claque tout mon Umbra, vous voyez. Et après, hop, j'utilise mes skills qui utilisent la rage. Du coup, je régène de l'Umbra. Et après, je respam mon Umbra.
Et ensuite, j'utilise que des skills full rage, puis je fais de l'Umbra, vous voyez. Et ensuite, hop, 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 de la rage. Et ensuite, mon Umbra remonte, je fais plein d'Umbra, etc., etc. Donc, au niveau des SP hybrides, les persos hybrides, bon, il y a quand même un intérêt, qui est que vous pouvez effectivement jouer sur les ressources en vous disant, pour faire monter ma rage, si je veux faire monter ma rage sans utiliser de magie, il faut quoi? Faut que je fasse du coup lent, quoi. C'est lent, c'est long, c'est pas efficace, ça génère une quantité de rage médiocre, voilà. Et ben je préfère rester à distance et commencer à zapper mes ennemis à coups d'éclair. Comme ça, ça poule, ça fait des dégâts. Des dégâts pas dégueux, et en même temps ça génère de la rage, comme ça les survivants qui arrivent au cac. Lui là, le survivant qui arrive au cac. Je peux dire que toute la misère. Bon là j'avais pas généré assez de rage pour toute la méga misère, mais c'est une façon de faire. Donc c'est une gestion des ressources qui est entre guillemets un peu propre à ce jeu. Franchement les environnements sont très jolis. C'est une gestion des ressources assez propre à ce jeu et qui fait que bah finalement il change quand même un petit peu des classiques qu'on a habituellement. C'est pas un jeu qui amène autant de nouveautés qu'un Path of Exile. On est d'accord, mais Path of Exile c'est un peu un ovni. Je trouve dans les hack and slash, il a amené un système de skid, il a amené un système de développement de points passifs à chaque niveau, etc. Il a amené quand même pas mal de choses nouvelles et somme toute vraiment bien pensé, bien foutu, bien gaulé. Donc voilà, j'ai mis un max de dégâts en mana, bah après je peux mettre un peu de blast en cac. Donc le système de ressources est quand même plutôt bien foutu et plutôt bien pensé. Après le problème c'est que tout ça va être lié aux stats. Je vais vous parler des stats. Vous voyez, je suis full rage et là, boum, boum, double AOE, triple AOE, hop. Le système de stats. Vous voyez là par exemple on peut regarder une lave de compétences pour éclair. Bonus au niveau suivant il aura un bonus de dégâts et donc coût réduit ou inflige des dégâts plus rapidement, etc., etc. Au niveau des caractéristiques, alors elles sont les caractéristiques, elles sont là je crois, ouais. Il y en a 4, férocité, grosso modo la force, constitution, agilité, volonté. Donc volonté va gérer les dégâts des sorts, la régène de santé, les modificateurs d'infliger de l'altération d'état, c'est-à-dire des debuffs, et de la résistance au sort. L'agilité c'est bonus de dégâts à distance, chance d'esquive, augmentation de la vitesse de course et chance de critique. Constitution sont les points de vie directement, la régène de défense, c'est-à-dire que si on vous met un debuff de défense, bah vous allez regagner de la défense. Régène de stamina. Alors la stamina, c'est ça. La stamina en fait c'est nombre de roulades. Vous pouvez faire des roulades d'esquive sur ce jeu. Chaque roulade consomme un point de stamina. La vitesse à laquelle la stamina remonte dépend de votre constitution. La résistance aux dégâts, bon ça c'est pas la peine de revenir dessus. Férocité, donc c'est dégâts, bonus de dégâts au corps à corps, modificateur de dégâts critiques, modificateur de vitesse d'attaque et potentiel de défense. Alors, vous voyez au départ vous commencez, vous avez 1 dans chaque stat. Classiquement, comme on est sur un hack and slash, à chaque niveau on va avoir des points à gagner. Chaque niveau il y aura 10 points à mettre. Et ben ça c'est pour moi le gros point noir de ce jeu. C'est que le système de stats fonctionne comme fonctionnait le système de stats sur Divinity Original Sin 2 pendant l'Early Access du jeu. C'est-à-dire que vous commencez avec 1 dans les stats et vous avez des modifs qui sont ce qu'ils sont. À chaque fois que vous allez gagner un niveau, pour ne serait-ce que conserver les modificateurs à ce niveau-là, vous allez être obligé de rajouter 5-6 points dans une stat. Par exemple, je vais être niveau 2. Si j'ai toujours 1 en férocité, eh ben, du coup en dégâts de mêlée je serai plus à 0%, mais je serai mettons à moins 1,2%. En dégâts critiques je serai à moins 0,6.
etc., etc. Et si je veux remonter à 0, bah, il va falloir que je monte à 6 ou 7 en férocité. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les builds hybrides, donc par exemple, si tu veux faire un mec qui a à la fois de la férocité et de l'agilité, eh ben, tu ne seras jamais super efficace. Parce que pour être super efficace, il faut mettre au moins 7 ou 8 points dans une stat, ou au moins on va dire allez, 5 ou 6 points dans une stat principale à chaque niveau. Sachant que je crois que les stats sont limitées à 100, au moins pour l'instant. Et si tu fais un build hybride, tu veux monter un peu de constitution, parce que gagner des points de vie c'est pas dégueu, mais tant que tu gagnes la constitution, tu gagnes 2-3 points, ça te laisse 3-4 points à monter en férocité ou en agilité. Eh ben, ça te suffira peut-être tout juste pour rester à 0, c'est-à-dire pour juste ne pas avoir de pénalité de dégâts. On parle même pas ici d'avoir un bonus de dégâts, mais on parle juste de ne pas avoir de pénalité. On verra ça quand tu seras au niveau 2. Et pour moi, c'était quelque chose, c'était une idée à la con sur Divinity Original Sin 2, qui a heureusement été corrigée depuis. Mais c'est toujours une idée à la con sur un jeu qui te permet de mettre des points de stats à chaque niveau, que de te dire oui mais attention, à chaque niveau je te mets un malus sur toutes tes stats, donc si tu veux simplement combler le malus, tu vas être obligé de foutre la moitié de tes points de stats sur la stat pour laquelle tu veux combler le malus. Et du coup, bah, si tu veux créer un bonus sur tes stats, c'est-à-dire si tu veux être très fort en dégâts physiques et en points de vie, ça va être compliqué. Allez, j'ai utilisé mon bras, donc maintenant j'ai utilisé ma rage. Alors je vais pas parler du système de régène tel qu'il est. Vous avez vu de temps en temps il y a des boules qui tombent, hein, un peu comme les globes de vie sur un Diablo 3. Là. Donc il y a certaines boules qui sont des globes de vie, d'autres des globes de mana. Mais la manière dont fonctionne un globe de vie ou un globe de mana, c'est pas en vous rendant directement un globe de. Pardon, il y en a certains c'est des globes de vie. D'autres c'est des globes de rage et d'autres c'est des globes d'Umbra. La manière dont fonctionnent les globes de rage et d'Umbra, c'est pas que tu prends un globe, il te rend 20 points ou 100 points ou voilà. C'est qu'en fait, si tu utilises là, vous voyez par exemple au niveau de la rage, il y a des flèches. Ces flèches indiquent la régène. Maintenant les flèches passent côté stamina. Et ben, quand vous prenez un globe, ça augmente simplement la régène associée. Donc si vous prenez un globe d'Umbra, bah, du coup ça rajoute des flèches côté régène Umbra. Donc si vous êtes en train de générer de la rage comme un porky, eh bah, ça va potentiellement compenser au moins une partie de la génération de rage et de la consommation d'Umbra. Donc c'est pas un bonus instantané, c'est juste un bonus de régène en fait. Hein. Bien. Alors. On va peut-être avancer un petit peu quoi, histoire d'essayer de gagner un niveau, de vous montrer moi le seul problème que j'ai avec ce jeu. Enfin, avant de faire ça, on va quand même traiter un peu les mobs. Ça peut être intéressant de tuer les mobs. Alors, vous n'êtes pas obligé de les tuer, hein, vous n'êtes pas obligé de vous balader partout. C'est un jeu qui, toutefois, a un intérêt assez sympathique. C'est que quand vous baladez dans le monde, vous allez trouver un certain nombre de coffres. Alors, ça dépend des endroits où vous êtes. Hein, il y a des endroits où il y a plus de coffres que d'autres. Mais, bon, qui dit coffre en général dit loot hein, sur un hack and slash. Et les hack and slash en général sont quand même des jeux dont le principe est de farmer les loots. C'est de la chasse au loot, hein, c'est pas... Niveau XP, le bash, pour l'instant, dans la première partie, rapporte peu. C'est pas sur le bash que vous êtes attendu, c'est pour ça, bon, j'en fais... Je force la régène d'Umbra en balançant du skill physique. Un ennemi puissant vous attend plus loin.
C'est vrai. Donc ça, c'est un waypoint. On va utiliser le waypoint et ça va déclencher un event. Donc la porte qui est là-bas, à droite, va s'ouvrir et il y a un petit boss qui va en sortir. Donc je vais essayer de... nettoyer tout un coin autour. Ah, là le boss qui arrive. On va essayer de faire de la roulade d'esquive. Bon, c'est un boss tutoriel, hein, donc c'est pas non plus bon, ça donc là, un personnage vient d'apparaître, il va m'aider à défoncer tous les vilains. C'est Frère Léon. Alors, avant de te parler, Frère Léon, je vais juste aller voir si le boss il a droppé quelque chose. Non. Vous êtes échappé de la prison de la République, ça me rend curieux, nous en reparlerons plus tard. Prenez le portail pour atteindre Amarth au nord-ouest. Ok, brother Léon. On va y aller, on va aller à Amarth. Et là, j'ai level up. Alors, avant de prendre le portail, on va regarder le level up. Et là, vous voyez, en férocité, j'ai toujours 1. Et maintenant, j'ai un malus de 0,7% sur les dégâts de mêlée, les dégâts critiques, la vitesse d'attaque. En agilité, j'ai un malus maintenant sur les dégâts à distance, sur les chances de coup critique. Hein, j'étais avant à moins 2,9%, maintenant je suis à moins 3,6%. J'ai une pénalité sur les chances d'esquive. En volonté, j'ai une pénalité sur les modificateurs de dégâts, etc., etc. Alors du coup, concrètement, on va faire un test simplement pour revenir à 0 en férocité. Donc là, je suis à moins 0. Donc c'est 0, mais plutôt négatif. Voilà, si je repassais à 0, 0, il faut que je mette 10 en férocité. C'est-à-dire 9 points. 9 points. Et si je veux avoir un bonus de 0,1%, je suis obligé de foutre tous mes points en férocité. Alors moi, je ne vais pas le faire tout de suite. Bon, enfin, ça l'a validé. Bon, non, ça l'a pas validé. J'ai peur. Je vais commencer par aller choisir une classe. Donc en classe, on a, je disais, le chasseur, le voleur, le guerrier tanky, l'arcaniste ou le DPS CAC. Moi, j'aime les guerriers tanky, c'est ma passion dans la vie. Donc ça me donne plus 4 en constitution. Le premier skill, t'as pas le choix, donc ça fait déjà un skill point. Le skill suivant, tu es obligé de prendre barrière. 1% de votre santé maximum est ajouté à la défense. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je choisis soit gardien, soit rempart, pardon, qui me donne 5% de def de plus, et encore 5% de plus si j'ai que de l'armure lourde. Soit bouclier de colère, qui augmente de 8% ma défense quand ma rage est pleine, ce que je trouve assez naze, parce que la rage, elle n'est pas très souvent pleine. Vu que dès que ta rage est pleine, tu bourrines en skill, donc c'est naze. Posture résolue, 30% de génération de rage appliquée lorsque je reçois des coups, donc ça augmente la rage quand je prends des baffes, et c'est plus 2 en constitution, contre plus 1 en constitution pour les autres skills. Toutefois, notez que si je prends posture résolue, après je suis quand même obligé de prendre soit bouclier de colère, soit rempart. Je ne pourrais pas passer à la suite. Alors moi, ce que j'aimerais bien prendre, c'est garde. Votre parade peut bloquer toutes les attaques, même les attaques magiques. Ça peut être très sympathique. Mais posture résolue, c'est bien aussi. Donc je vais prendre rempart et posture résolue. Ah, rempart non, prochain niveau. Voilà, donc pour l'instant j'ai pris ces bonus. Voulez-vous les confirmer? Oui. Voilà, j'ai confirmé. Donc le leveling c'est ça. Du coup en constitution de base j'ai 8. Et c'est déjà bien. Donc je vais mettre en férocité, je vais monter à... Je fous tous mes points en férocité du coup. Voilà, je confirme. Donc j'aurais... Du coup en férocité je suis à bon. Constitution je suis à moyen. Bien. Donc vous voyez le leveling c'est très simple. C'est vraiment ultra basique.
Et vous voyez que mes skills ont gagné 40 points d'expérience. Donc ça avance lentement. Bon, le prochain niveau est à 146. Et ça c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Vous voyez, pour avoir un choix, il faut monter niveau 4 les skills. Donc c'est pas pour tout de suite. Voilà, bah, on va voyager vers Amarth. Donc voilà la carte du monde. Pour l'instant, elle est réduite à portion congrue. Et donc, Amarth, bah, de toute façon, pour l'instant, on n'a qu'un seul TP disponible, c'est Ravencrest. Hein. Donc on se TP à Ravencrest. Franchement, je le dirai jamais assez, je trouve les graphismes vraiment magnifiques. Alors la montagne de Ravencrest, c'est votre première fois avec les portails, ne vous en faites pas, bientôt vous pourrez vous rendre là où vous le souhaitez. Pour l'instant, suivez la route tout droit vers Amarth. Merci Brother Leon. J'ai quand même envie de me balader dans le monde et de casser la gueule à tous les morts vivants parce que c'est ma passion dans la vie. Je veux dire, Guilux, lui, le tiercé, le quarté, c'était son dada. Moi, casser la gueule à des monstres, c'est mon dada. Chacun son truc, après tout. Ouais, alors, si vous êtes jeune et que vous vous posez la question, c'est qui Guilux Ouais, si vous êtes jeune. Donc voilà la première ville du jeu. Est-ce qu'il y en aura d'autres d'ailleurs? J'en sais foutre rien, je suis pas allé assez loin sur le jeu pour le savoir. Donc encore une fois, c'est très joli, vraiment. Vous allez avoir tous les services qui sont attendus sur un hack and slash, dont, comme vous l'avez vu sur les cinématiques là, un waypoint. Avec une carte, une minimap qui fait quand même beaucoup penser à celle de Diablo 3. Je ne dirai jamais assez, ce jeu me fait quand même beaucoup penser à Diablo 3. Donc vous voyez, la ville d'Amarth elle est là. Nous on était parti de Ravencrest. Donc vous voyez, le monde n'est pas tellement grand, hein, ça dit. Mais encore une fois, c'est une alpha, il n'y a pas tout le contenu. Donc là, vous avez des marchands. Alors un archiviste, l'archiviste permet d'améliorer les compétences si vous avez de cette monnaie-là, des espèces de cristaux. Il vous permet d'acheter des livres. Donc les livres vous enseignent des compétences. Je dirais presque ça vaut 1000 gold, c'est énorme. Et ça vaut vraiment pas le coup parce que des bouquins de compétences, vous allez en choper une chier. Ça, c'est rachat. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme marchand? On a un marchand qui lui vend des armes. Donc vous voyez, moi, ça, honnêtement, la présentation me fait tellement penser à Diablo 3. Vous avez des armures, vous avez des bijoux, vous avez des livres de compétences. Là encore, vous avez des potions et en anglais rachat. Donc vraiment, on a ce qu'il faut, quoi, un joaillier. Donc le joaillier, c'est quoi? Alors on va juste regarder chez le marchand. Il a du stuff comme ce gourdin qui a 2 chasses. Et donc vous allez looter de temps en temps des gemmes et vous pourrez les mettre dans les chasses pour avoir des bonus divers et variés. Le joaillier lui permet donc de dessertir des gemmes, de vous vendre des gemmes ou de racheter comme d'habitude le stuff. Donc encore une fois, on est sur quelque chose qui est ultra connu, ultra classique. On est sur un jeu qui n'invente pas grand chose. Le coffre personnel, bien sûr, parce qu'en stage, c'est quand même la base de tous les hack and slash, hein, il faut quand même entreposer tout son loot. Toi, tu vends, donc dans 18 heures, tu auras un renouvellement de ton stuff. Donc toi, tu vends du super stuff, des super armes de la mort qui tue, des super armures bien qui coûtent, pour un prix bien délirant. Hein, 3200 gold, je les sors d'où? Moi j'en ai 39. Hein, bon. Bon. Voilà. Et ici nous avons Caracol qui est un personnage qui nous remet full vie si nous sommes blessés. Ensuite, je vais aller regarder avant d'aller voir la quête. Le portail de la destinée. Alors le portail de la destinée, c'est quoi? Ça vous ouvre l'arbre des skills. Vous allez dire ok. Mais c'est avec cette chose que vous allez pouvoir faire une rotation. Là par exemple, je choisis ce troisième cercle. Là, je peux le déplacer. Et c'est avec cet arbre de rotation, si je choisis le deuxième cercle, regardez, je peux le déplacer. Et j'ai tout intérêt à le déplacer parce que moi, les skills d'élémentaliste, ça m'intéresse pas. Là, j'ai les skills de veilleur. Alors, est-ce que je vais vouloir... Ah non, moi, je suis là, pardon. Est-ce que je vais vouloir les skills de veilleur ou de gladiateur au bout?
Les skills de veilleur, c'est de la constitution, donc c'est plutôt les skills... cela dit, gladiateur, c'est aussi beaucoup de constitution. C'est aussi de la férocité. En fait, gladiateur, c'est un mélange constitution-férocité. En veilleur, vous avez aussi de la férocité, mais beaucoup moins. Vous avez surtout de la constitution, de la régène de santé, de l'armure, de la protection, de la résistance. Le gladiateur, ça va être plutôt faire des coups critiques, augmenter vos chances de critique, augmenter votre dégâts. Il y a beaucoup d'augmentation de férocité, beaucoup d'augmentation de critique. Il y a quand même un peu de résistance, mais vous avez de la pénétration d'armure, vous avez plus 1% férocité pour chaque ennemi qui vous cible, augmentation de votre présence, il y a des talents qui n'existent pas encore. Bref, gladiateur c'est un peu plus axé DPS, il y a quand même des trucs, genre le grappin là, puis il y a quand même des trucs un peu encaissement, alors que veilleur c'est quand même beaucoup plus axé encaissement que DPS. Voilà, mais c'est ici que vous pouvez faire tourner les cercles. Si vous voulez prendre scélérat d'ailleurs, admettons, ça n'a rien à voir, mais si vous voulez mettre le quartier qui s'appelle scélérat ici, vous pouvez. Donc ça c'est en ville que vous pouvez modifier ici la roue des compétences pour prendre d'autres talents. Ou personnaliser entre guillemets votre classe. Bon, cela dit, je pense qu'il n'y aura pas trop de trucs un peu exotiques, genre un gardien qui prend des compétences élémentalistes, il ne va pas en avoir trop. C'est possible. C'est possible, on peut tout à fait évidemment l'envisager, il n'y a pas de problème à le faire. Mais là encore, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Alors, Père Gernaise. Qui est cette personne? Léon s'est rencontré près du vieux portail. La personne s'est enfuie de la prison a été détruite. Il faut envoyer quelques de nos frères pour garder l'entrée de la prison, tout le monde par précaution. Bienvenue à Mars, reposez-vous ici. Allez, voici quelques pièces, trouvez une protection chez notre marchand. Vous pouvez parler à Tordu de la reine. Ok, il me donne 100 gold, qu'est-ce que je fous avec 100 gold? Donc faut que j'aille voir le marchand, éventuellement, si je veux acheter quelque chose. Bon, avec 100 gold, je vais rien acheter du tout, parce que les tarifs sont un peu prohibitifs, mais le marchand me donne mes 3 premières pièces d'armure. Donc c'est de l'armure de merde. Tunique de villageois, je veux dire c'est de l'armure légère, il y a des bonus de merde. Donc plus 10% en agilité, régénération de stamina augmentée, potentiel de défense et chance d'esquive augmentée. Donc là on est vraiment typiquement sur du stuff agi, donc du stuff voleur archer. Bon, mais bon, voilà, c'est de l'armure légère quoi. Et avec les 100 gold qui m'a filé, je ne peux rien acheter parce que tout coûte un bras ici. Bon, c'est pas grave, moi j'ai mes 3 premières pièces d'armure. On va parler à Genèse et on va lui dire, Gernaise, pardon, qu'on est prêt à la suite. Donc lui me dit, un de nos membres est allé voir notre alchimiste, aurait dû rentrer avec elle. Il a dû passer par le village de Tombejour. J'envoie frère Léon vérifier que tout va bien, il aura besoin d'aide, accompagnez-le. Donc voilà, on va parler à Léon pour dire que nous sommes prêts à partir. Donc il faut qu'on aille à Tombejour. Alors Tombejour, la carte du monde par contre, je ne saurais plus dire, elle est sur la grille. Tombejour c'est ici, on est là. Donc il faut qu'on revienne en arrière, qu'on arrive ici au croisement et qu'on remonte a priori. C'est dommage, il n'y a pas de fonction zoom sur la carte du monde, ça aurait été pratique. Donc de toute façon on peut quasiment même repartir de Ravencrest en fait. On va partir par la porte. Je sais juste plus où est la porte. Dans ce patelin, je crois qu'elle est par là. Donc les animations sont un peu... Là, la personne, quand elle court, elle est un peu rigide. Voilà. C'est pas très grave en même temps. C'est pas comme si c'était quelque chose d'absolument fondamental. Donc les animations sont moins ridicules que sur Istaru, Lord of the Dead. Un jeu dont j'attends... Enfin, pas forcément beaucoup, mais...
Jeu qui a éveillé ma curiosité et finalement je pense que ça va être un peu chelou quand même. Bon, on va commencer à parler de Histaru. Le jour où il sera disponible, j'en ferai probablement une petite démonstration. Alors oui, les monstres pullulent derrière ces portes. Bah ouais mec, il faut que je gagne des niveaux dans la vie. Je gagnerai pas des niveaux si je tue pas de monstres. Donc vous voyez là les monstres niveau 2, j'ai déjà beaucoup plus de mal à les tuer avec mon éclair. Mais c'est normal puisque mon éclair maintenant il a un malus de dégâts. Puisque je n'ai pas monté ma compétence volonté, hein, je vous le rappelle. J'ai maintenant moins 0,7% en dégâts de sort. Alors il y a un truc que je veux montrer. Je continuerai les massacres que je faisais après. Là, les espèces de cavernes. Je vous ai dit, c'est comme sur Diablo 3. On va avoir un certain nombre de cavernes. Et les cavernes, elles sont toutes petites, mais elles sont toutes balèzes. À l'intérieur, vous allez trouver des chiers de monstres. Et usuellement un boss. Bracelet gauche d'apprenti. Alors, est-ce que je les ai équipés? Non. Hop, on va les équiper. Ça fait de la régénération santé en plus. Ouais, j'en chie. Bon, j'en chier. Donc, j'ai gagné un niveau. Donc, ouais, férocité, je suis revenu à moins 0. Donc, pour revenir simplement à plus... il faut que je mette vraiment beaucoup de points. Donc je vais me faire ça comme ça. Donc là j'ai 0,2% maintenant modificateur de dégâts contre 0,1% au niveau précédent. Fantastique. Pourquoi je vais faire ça comme ça? Parce que de toute façon la constitution elle va monter. Grâce à ça. Puisque je vais prendre des points de talent là-dedans. Je vais prendre ça. Est-ce que je veux adrénaline? Ça augmente ma santé. Ma défense quand la santé est en dessous de 30%. C'est pas essentiel. Je ne peux pas être repoussé par les attaques pareilles avec garde-fer. Alors, je vais prendre ça et on va prendre garde. Ma parade peut bloquer même les attaques magiques. Par contre, ça me donne de la volonté là tout de suite, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais bon. Ah, maintenant j'ai 15 en constitution, 17 en force, 4 en volonté. Bon. Voilà. Il n'y a pas forcément grand chose de spécial à en dire, hein, je veux dire, c'est assez classique. Hein. Voilà, je tue la goule. Donc une cape d'aventurier. C'était une espèce de boss, hein, la goule. Un coffre, des choses de voleur, une tenue de voleur. Alors on va regarder ça rapidement. Donc d'abord j'ai une cape d'aventurier. Donc il y a une gemme de type support. Donc on peut être dedans. Plus 16 en vie. Moins 7% de cooldown des sorts. C'est cool. Chose de voleur, ça fait la même défense que ce que j'ai. Ça fait le même bonus, mais ça fait plus en régénération de santé et de la RF. J'ai aucune raison de ne pas le prendre. Quant à la tenue de voleur, c'est les mêmes bonus, puisque c'est de l'armure légère, mais c'est 18 en défense contre 11. J'ai aucune raison de ne pas le prendre, voilà. Donc je voulais vous montrer ça, ces espèces de petits donjons. Puis, vous allez en avoir quand même assez régulièrement. Et ça sont toujours des donjons qui se terminent avec une espèce de mini-boss. Et au moins un coffre. Voilà. Donc on pourrait continuer encore très longtemps. Le fait est que ça fait... Ah non, ça fait 50 minutes que je suis sur le... Ah ouais, d'accord. Je vais revenir déjà. Non, mais je pense continuer quelques instants là. Un anneau serti de cyanite. Alors, cet anneau, il me donne quoi? Plus 8% de résistance au froid. Je m'en fous un peu, mais c'est pas grave, on va l'équiper. Je veux dire, on n'a pas d'anneau, ça sert à rien de pas l'équiper. Hein.
une pièce d'or, c'est trop fat les gars. Alors je pourrais me balader dans le monde. C'est pas forcément un objectif. J'aimerais assez partir vers les quêtes. Je pense pas le temps de faire ça. Oh, livre coup brutal. Alors normalement des livres vous en trouvez sur les espèces de boss à l'intérieur des cavernes. Et une potion de santé. Par contre elle a des charges, elle a 2 secondes de délai et 30 secondes de rechargement. Donc vous voyez, ça fait penser à du Path of Exile, hein, avec une potion. Sauf que dans Path of Exile, ça se recharge quand vous tapez des mobs. Là, je pense que ça se recharge automatiquement. En vérité, j'ai jamais utilisé de potion, donc je ne peux pas trop dire si ça se recharge effectivement comme ça ou pas. Une arbalète en bois. Elle aurait été en plastique, ça m'aurait bien un peu plus étonné. Vas-y, parle-moi Léon. Je sais que t'as envie de parler. T'as une ligne de dialogue à dire là, mec. Voilà. Alors ici, ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez détruire les tombes. Ça donne de l'argent. Bon, ça donne pas des masses d'argent. Ne rêvons pas. Ouh, un mob de type rare. Du coup, beaucoup d'XP. On a gagné un level up. Alors, férocité, là on est de nouveau en négatif. Donc si on veut revenir en positif, on est obligé de mettre pas mal de points. Constitution, je vais arrêter là. Je vais augmenter un peu plus de férocité. On va confirmer ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme skill? Moi j'aimerais bien aller chercher miracle. Ignore un coup fatal, vous laisse avec un point de vie. Ça draine la stamina, mais ça on s'en fout. Alors certes c'est un point de volonté, mais... Alors inertie, plus 1 en férocité par 50 points de défense. Donc ça augmente la force. C'est très bien. Ensuite, soit plus 5% en défense, plus en constitution, soit plus 1% de défense pour chaque point de stamina inutilisé. La stamina, en général, tu en as 4 au maximum, donc ça fait maximum plus 4% en défense. Là, c'est plus 5% au potentiel de défense. Donc les deux cumulables sont intéressants. Les deux cumulés, je veux dire, sont intéressants. Parce que clairement, résilience vous donne moins de défense que équipement protecteur. Fatalement. Du coup, au niveau des stats, avec tout ça, j'en suis où? 26 en férocité, 19 en constitution. Donc, vous voyez là, par contre, maintenant, j'ai 1% de bonus aux dégâts et 0,2% de bonus en vitesse d'attaque. Ça devient bien. Ça commence à devenir sympathique. Bon, par contre, je booste pas assez la constitution. Donc, oh, des gardes épaules. Alors c'est de l'apprenti, donc ça va être un truc de mage. Plus 3% en volonté et régénération d'Umbra. Bon ok, mais ça fait quand même 2 en armure. Je ne crache pas sur 2 en armure. On a eu un livre de coup brutal. Je le connais déjà. Oui, coup brutal, c'est celui-ci. Celui que j'ai en clic droit. Alors, une tête de mort ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un élite. On va aller essayer de l'affronter, cette élite. Pas lui, hein. Vous voyez pas, ce serait trop facile. Bon, il est élite, mais pas trop quand même. Donc on va juste refaire encore une fois une cave. Oh, c'est la cave avec les araignées, ça. Espèce d'araignée, non? Non. Si, c'est de ma vie, hein.
non, moi je suis charmé quoi. Le gars est mort vivant. Épée nordique, hein, oui, ça. Garde ton but, c'est censé être le boss. Alors évidemment, si on fait sur Retro 4, c'est pas très efficace. Voilà, donc on a eu un loup bleu, qui a plus d'apprentis, bon c'est un peu naze. Bandeau de voleur, je pense que le bandeau de voleur sera plus intéressant. En termes de bonus. Spalière de voleur, c'est une spalière de gauche. À mon avis, elle sera plus intéressante que ma spalière d'apprenti. En gauche, j'ai une garde-épaule d'apprenti en droit. Alors, on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'on a eu en loot. Pioche. Il y a un coffre, toujours un coffre, c'est tout là. Amulette primitive, ouh, c'est du gold, ouh, c'est joli tout ça. Alors, l'amulette, d'abord, de toute façon, on n'en a pas. Plus 8 à la régénération de rage, plus 9 à tous les attributs. Donc c'est-à-dire toutes les caractéristiques, c'est énorme, énorme. Capuche de voleur, de toute façon j'ai rien sur la tête. Donc j'ai le choix entre capuche d'apprenti, capuche de voleur, c'est de l'armure légère les deux. L'apprenti c'est moins 10% de dégâts reçus face aux corrompus. Et l'autre moins 8% de dégâts reçus contre les humains. Et la restante c'est la foudre. Je vais prendre ça. En spalière gauche, j'ai une spalière de voleur. Ah, j'ai que ça en fait. Bon bah je prends ça. En spalière droit, j'ai l'apprenti ou l'apprenti. J'ai l'apprenti version 3 armure, c'est mieux. Et en la tenue d'apprenti, c'est de l'armure légère, elle a beaucoup plus de défense que ce que j'ai. Par contre, je perdrai 10% en agilité et de la régène de stamina et du potentiel de défense. Mais je regagnerai de la volonté et de la régène d'Umbra. Et de la résistance au feu. Bah, on va partir là-dessus. Hein. Alors la pioche, c'est une vitesse supérieure à la normale, dégâts 11-19. Le gourdin c'est inférieur à la normale, dégâts 5-6, donc évidemment c'est mieux. L'épée nordique, c'est 14-21 en dégâts. Vitesse supérieure à la normale, donc c'est même encore mieux que la pioche. Donc on va maintenant avoir une épée nordique. Là tout de suite on n'est pas venu pour rien hein, dans cette espèce de petit donjon. Alors je vais essayer de taper à l'épée. On va faire encore un... Ouais, bon j'ai du mal à passer. Ouais, tuer les monstres à l'épée, c'est long. Hein. C'est pour ça que je préfère la magie. Le problème, c'est que si vous commencez à taper à l'épée, derrière, si vous voulez faire de la magie, il faut commencer par claquer toute votre rage. Je trouve que la magie est plus efficace. Là. Honnêtement, frapper à l'épée, c'est juste lent, c'est long, c'est lourd. Alors, je fais ce donjon, je valide ma quête et je pense que j'arrêterai là parce que ça fera un petit peu plus d'une heure là cette fois-ci. Alors, qu'avons-nous ici? Encore des morts vivants. Hop, on level up. Meurs toi, disons. Oh, le boss. Garde ton monde. Oh, livre œil d'Otma. C'est quoi ça, ce livre? Alors, nous avons un fendoir de bûcheron. Et qu'avons-nous là-dedans? Du bleu. Donc on a une dague bleue, ça peut être mieux que ce qu'on a. Arme 8, dégâts 8 à 18, très rapide, plus 20% aux chances de critique. Ouais, je vais rester avec mon épée. Bracelet d'apprenti, bracelet droit.
On n'a rien pour l'instant, donc on va le mettre. Tenue de rôdeur. Déjà, c'est l'armure intermédiaire, plus la légère. Donc vous voyez, au niveau de la défense, c'est beaucoup mieux. Ça augmente la régène de rage, mais ça réduit la régène d'Umbra. Donc ça, c'est vraiment là, par contre, on est vraiment plus sur quelque chose qui va faciliter le gameplay CAC. Par contre, ça augmente la conservation de rage en plus. Hein, donc c'est vraiment tout tourné vers la génération de la rage. On va essayer, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une spalière de voleur côté gauche, c'est mieux que ce qu'on a. Pendoir de bûcheron, ça tape fort, mais c'est du demain. Ça nous intéresse pas. Et ces bottes de rôdeur, elles sont clairement bien mieux que ce qu'on a. Et on a gagné un level up. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va... Vous voyez, modification de dégâts, là je suis à plus de 7% là maintenant en férocité. Puisque pour chaque tranche de 50 en armure, je gagne de la férocité, hein, donc forcément. Voilà. Voilà, on va se faire plaisir, on va faire ça. Donc vous voyez, en férocité, là je suis déjà bien là. Hein. Au niveau des skills, qu'est-ce qu'on prend? Plus 8 de dégâts d'épine permanents, pourquoi pas. Parade renversante, non. Par contre, si je veux essayer d'aller vers le deuxième cercle, il faut que je prenne soit ça, plus 2% à vos dégâts d'épine à chaque fois que vous touchez un ennemi, cumulable 10 fois. Donc ça fait 20% aux dégâts d'épine, sachant que tu fais 8 dégâts d'épine, c'est merdique. Ou vous soigne de 15% des dégâts d'épine que vous infligez. Si tu fais 8 dégâts d'épine, ça te soigne pour 1 point de vie. Bon, c'est toujours mieux quoi. Et du coup, je peux, si je le souhaite, alors je peux rester et prendre des skills sur ce panier, hein, mais je peux prendre des skills ici. Réduit la durée des debuffs. Et là, du coup, j'aimerais bien rentrer en ville. Tester un truc, c'est que si jamais je fais tourner cette roue, est-ce que ce skill, il disparaît? Est-ce que je peux faire un portail? Je peux faire un portail. Alors maintenant, supposons que je tourne ceci. Est-ce que je garde mes skills? Eh bien oui. J'ai gardé ce skill. Donc c'est original. C'est intéressant. Bon, en vérité, c'est sûr que ça m'intéresse pas. Hein. Je vais le remettre comme ça. Ah non, j'ai pas gardé le skill ici. Non, parce que bah, je pense que j'ai quand même gardé le skill, mais que je ne peux plus du coup me propager par là. Ok. Non, là, il n'est pas activé, là. Là, il est activé. D'accord, ouais, donc ça désactive les skills. Ok. J'avais jamais essayé de tourner la roue pour savoir si ça laisse activer ou si ça désactive les skills que tu as déjà pris si tu pars vers d'autres orientations. Voilà, donc là j'ai juste validé cette étape-là de la quête principale et dans la crypte. Oh, c'est sympathique ici. Donc là il y a un mec, un pote à notre bon ami Léon. Frère Enoch qui est là. Il y a une espèce de gardien dans cette crypte. Frère Enoch, il a voulu combattre le gardien, il s'était dégoûté la gueule, hein, c'est quelqu'un. Donc il va nous demander d'aller trouver le garde-tombe et de le tuer, quoi. Alors, tu m'as donné quoi? Tu as une hache de bûcheron. C'est du demain, ça, non? Non, c'est du humain. Ah, c'est des dégâts rapides. 14-26. Ah ouais, c'est bien mieux que ce que j'ai, quoi. Peut gagner de la santé pour chaque ennemi tué. Oh, bah non, c'est très bien, ça.
Lapis lazuli éraflé. Ouh, j'aime, ça c'est cool. Livre lance de glace. Ah, livre de sort. Ça c'est cool. Épée nordique bleu. Ah, on a du loot, hein. Pistolet recyclé. Pistolet d'occasion, quoi. En gros, tu files du stuff d'occasion, le jeu, quoi. Ce jeu se fout de ma gueule. Alors, cette épée nordique, dégâts 14-21, peut gagner de la santé pour chaque ennemi tué. Augmente les chances de coup critique, ça c'est pas mal. Mais ça tape quand même moins fort. Alors, un pistolet recyclé. Il a une tronc extrêmement rapide. Et papa, quoi. C'est cool. C'est cool. Lance de glace, on va la prendre. Lapis lazuli éraflé, donc par exemple là-dessus, je pourrais mettre une gemme défensive. En défensive, c'est plus 10 de résistance à la foudre. Ouais, bon, en offensif, c'est dégâts de foudre. Ouais, en support, c'est 1% de stun avec des dégâts type foudre. Ouais, bon, 1%, c'est bon, si t'as 10 gemmes, ton stuff, ça fait 10%. Donc, salut, garde tombe. C'est une espèce de boss, donc il est rarement recommandé de rester statique devant lui. Hein. Hop là, dodge. Ensuite, je me joue l'empereur. Haha, défoncé. Alors, livre comète de glace. Attends, ça y va les sorts de glace. Je vais même pas regarder lance de glace ce que ça faisait. Vous fermez une lance de glace devant vous. Ok. Ouais, si on veut. Comète de glace. Ouais, ça fait comme la comète de Diablo 2, donc ça prend un peu de temps à tomber. Bandeau de voleur, anneau serti, amulette. Bon, l'amulette, je doute que... Voilà. Alors, peu assez de place dans l'inventaire. C'est triste. Moi, je crois que si on range son inventaire, ça rentre. Ça, c'est de la merde. Anneau serti d'ambre, résistance au tranchant et plus 8 en constitution. Bah, mon pote, c'est bien. Bandeau de voleur, c'est une ceinture. Ça donne la régène de stamina quand on se déplace. Super! Ça augmente les chances d'esquive. Et ça réduit le cooldown des sorts. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc on a tué The Boss. On va voir frère Enoch. Et normalement, on en a fini avec cette partie de la quête. On va peut-être faire un level up en plus. En suivant Enoch. Donc il faut aller voir l'alchimiste. Voilà, donc on a de l'XP de quête avec une potion de santé qui en plus donne des bonus. Là encore, hein, certaines fioles sur Path of Exile. On gagne un level. Voilà, voilà, voilà. Alors au niveau des skills, qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Est-ce que j'ai envie d'aller chercher ça? Défense biologique, ça peut soigner chaque seconde un debuff. Ouais, enraciné. Tu ne peux plus faire de roulade, mais tu as une forme défensive qui dure quelques secondes et qui confère des bonus de résistance au stun. Ouais, non, je suis pas sûr. Les trucs qui donnent des bonus de santé, si ta santé est pleine, c'est naze. Ce talent passif n'existe pas encore. C'est ballot. C'est ballot. Cause 3% de santé max, plus 2 en constitution. Je vais prendre ces 3 skills là. Puis voilà. Et donc vous voyez au niveau de l'arbre de compétences, il a déjà très largement avancé alors que je suis niveau 6. Donc voilà, on va passer à 50 force, 50 de force, puis à 50 constitution. Bon, c'est tout à fait intéressant. Je pense que c'est limité à 90 ou 100, je ne saurais dire. Voilà, donc c'était un aperçu sur Wolcen Lords of Mayhem. Il n'y aura pas forcément grand chose à dire de plus sur ce jeu.
C'est un jeu efficace, c'est un hack and slash qui reste dans des trucs très classiques hein, pour du hack and slash. C'est un jeu qui révolutionne rien, qui n'invente rien, mais c'est un jeu qui marche. Et sauf finalement, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, on va en profiter pour tout revendre, faire un peu de pognon. Ça, j'aimerais bien la prendre. Alors, donc notez que le stuff n'a pas de durabilité, hein, il n'y a pas de réparation à faire dessus. Œil d'Osma, c'est quoi? Invoque un rayon depuis vos mains, faisant de lourds dégâts d'ombra aux ennemis devant vous. Enfin, lourds dégâts d'ombra, 5 points de dégâts. C'est pas exactement ce que j'appelle lourd. Voilà, bon. Bien, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses. Cela dit, je ne sais pas s'il y aura grand chose de nouveau avant mi-mai, où je m'attaquerai probablement à Pillars of Eternity 2. Parce qu'avant, j'ai pas vraiment de temps. Du coup, bah écoutez, si jamais ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas. Bon, c'est encore une fois, c'est du très classique niveau hack and slash, mais c'est un jeu assez efficace. Encore une fois, par contre, c'est un jeu en alpha. Ne lui demandez pas d'avoir un contenu de malade. C'est pas l'objectif, pour l'instant en tout cas. Voilà, à bientôt tout le monde, ciao.